présenter le déroulement de la journée, je tenais à remercier toutes les anciennes promotions et tous mes anciens étudiants sans qui cette JASA ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc avant de vous présenter le déroulement de la journée, je vais laisser la parole à M. Roger, qui est le président de l'université de Montpellier. Merci, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants. Là, on regarde quelques mots d'ouverture. C'est vrai que c'est le premier passage sur les Verstappen de la journée, puisque c'est le 3, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations dans cette composante. C'est avec plaisir que je suis là. Dans le sens d'abord où cette manifestation, c'est la 13e journée des activités physiques adaptées, eh bien, rentre dans une logique qui a été développée par la Fédération des sports, le Verstappen, depuis plusieurs années. C'est la question de la valorisation des différentes filières de formation, la valorisation de ces différents diplômes, notamment mettre en avant le fait du débouché professionnel de ces différents diplômes. Puisque l'université, c'est certes un lieu de formation, d'acquisition de compétences, des connaissances, c'est également un lieu de recherche, mais c'est également, je dirais, une passerelle pour l'insertion professionnelle de nos étudiants. Et que seraient les diplômes, finalement, s'il n'y avait pas derrière une vocation à travailler avec les professionnels pour favoriser l'insertion des étudiants. Et effectivement, cette semaine, il y a une série de manifestations sur l'UFR STAPS pour valoriser ces différentes filières. Il y a tout à l'heure, donc, au-delà des journées à tâches que je vais faire l'instant, bien sûr, il y a la journée éducation motricité pour cet après-midi. Il y avait hier la journée sur la filière management. Il y avait, me semble-t-il, donc mardi, les journées éducation pour la santé. Et je crois que demain, il y a encore donc une journée sur les journées d'entraînement sportif. Donc, ça a permis, comme cette semaine, de mettre en avant différentes spécificités. Alors, 13e journée des activités physiques adaptées. C'est dire finalement que cela est rentré dans l'agenda universitaire. Pour moi, ce ne sont pas les 13e, mais ce sont, je crois, les 5e ou 6e auxquels je participe. Parce que moi, je suis un peu un ancien dans la fonction de président. Mais ces journées, eh bien, elles ont plusieurs spécificités. La première, c'est bien évidemment de faire un retour ou une présentation donc, des différentes thématiques de formation et d'insertion. Et ça, c'est très important puisque l'activité physique adaptée, c'est par nature un domaine qui a vocation à se développer. Un domaine qui a vocation à se développer, ne serait-ce que par allongement de la durée de vie. Donc, qui dit allongement de la durée de vie dit corps vieillissant. Qui dit corps vieillissant, il dit qu'il faut également donc, adapter certains comportements. Mais c'est également donc dans d'autres thématiques l'accompagnement de publics sensibles, c'est par exemple les personnes en situation de handicap qui peuvent donc également avoir des problématiques ou des thématiques donc intéressantes de développement professionnel pour nos étudiants. Et puis, ce que je voudrais également évoquer, c'est la singularité dans l'organisation de ces journées, puisque ces journées sont organisées par un collectif. Alors je n'aime pas trop ce terme de collectif, surtout dans les journées de mouvements sociaux, on passe des fois de collectif sur le grève, mais là c'est un collectif étudiant avec un chef de projet, une équipe projet. Et donc je pense que c'est très bien que les étudiants prennent en main ce genre donc, de manifestations, parce que bien cela les responsabilise, cela les met finalement en relation avec des employeurs futurs, cela également donc, les met en position, je dirais, de projets professionnels. Alors, on parle beaucoup de projets personnels et professionnels et autres, mais c'est bien une manifestation de l'implication étudiante. Or, dans une université, eh bien, on sait très bien qu'au-delà des organisations syndicales étudiantes qui sont présentes pour animer les amphithéâtres, la vie université, eh bien, il y a également les associations étudiantes, les BDE, les corpos, mais les associations de filières, les associations d'étudiants également de master ou de licence professionnelle qui font vivre donc au quotidien ces manifestations. Et donc, merci pour votre implication. J'aurai l'occasion de revenir dire cela ce soir donc, lors de la remise des diplômes, des clôtures de ces journées, mais je voulais dès à présent donc, évoquer cela. Par ailleurs, la filière des activités physiques adaptées, je tiens à dire également, repose sur certains collègues particulièrement investis qui sont là aujourd'hui,
que je tiens à saluer, notamment notre collègue François Rioux, qui porte donc le Master 1, et puis les deux parcours donc, de Master 2 avec M. Barlet, M. Bernard, qui sont également ici. Et donc merci pour votre implication, parce qu'on sait très bien que derrière une maquette de formation, il y a à monter donc, des enseignements, il y a à faire le planning, aussi des services administratifs, bien évidemment, mais il y a toute une ingénierie pédagogique à bâtir, et donc merci pour votre implication. Merci également aux parrains successifs de ces promotions. Alors, il y a donc le parrain sortant et la marraine entrante, puisque c'est un passage également de relais à la personne de M. de Potter et de Mme Boursier. Merci également aux partenaires qui sont présents, et notamment la présence donc, du DTN, l'adjoint de la Fédération Handisport. Merci donc pour votre présence, et d'autres partenaires également qui interviendront. Voilà, je ne serai pas plus long. Peut-être donc un mot pour terminer, en disant qu'aujourd'hui c'est un petit peu singulier, puisque la promotion qui sort aujourd'hui, qui sort cette année, elle ne sera pas diplômée comme les promotions précédentes, donc de l'Université Montpellier. Mais elle sera diplômée de l'Université de Montpellier, puisque vous le savez, donc, les deux universités qui étaient l'Université Montpellier, l'Université de Filière Santé, l'Université Montpellier 2, l'Université de Sciences et Technologies ont fusionné au 1er janvier 2015 pour créer une grande université, la 5e de France en termes d'effectifs étudiants, la 6e en termes budgétaires, et donc vous serez diplômé de l'Université de Montpellier. Si je dis cela, c'est parce que, bien une fois diplômé, ensuite vous allez être les ambassadeurs donc, de ce nouvel établissement, les ambassadeurs d'une filière fortement professionnalisée, les ambassadeurs d'une composante. Dans cette université, on prend beaucoup sur les composantes pédagogiques que sont les UFR et pour les instituts, parce que ce sont elles qui font la renommée du doyen donc, de nos établissements. Et donc, vous serez, autant de faire ce bleu, et bien, je dirais, pour le monde professionnel et pour donc, la génération à venir, les promotions à venir aussi, ceux qui auront en charge de les guider également dans leur démarche d'insertion. Donc, très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Je suis très long parce que je vous dis à ce soir pour la suite donc, de la manifestation. Encore une fois, merci à tous les intervenants, merci au Barret, j'ai passé tout le monde. Vous avez vraiment cité Alain Barret, le président de l'association francophone en activité physique adaptée, pour nous cumuler les fonctions, puisque c'est le doctoral, moi aussi. Jean Billard, que je revois chaque année avec grand plaisir. Jean Billard, ancien vice-président de l'Université de Montpellier. Et donc, à ce soir pour la clôture. Entre-temps, très bonne journée. Que vive cette 13e journée. Encore une fois, félicitations donc aux étudiants organisateurs de ce beau projet. Je vous remercie. Maintenant, je vais laisser la parole à M. Delinière, qui est le doyen de l'UFF-TAPS. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 13e journée à part. Quelques mots déjà pour remercier les étudiants pour leur boulot. Vous savez que je suis très attaché à la vie étudiante et au projet que les étudiants mettent en place. Et je trouve que ce qui se passe dans cette UFR, que ce soit au niveau du BDE, au niveau de ces journées, c'est absolument remarquable. Il y a une évolution qui est très très nette ces dernières années et je tiens à vous dire que vos prédécesseurs ont servi d'exemple aux autres promos et à toutes les organisations, toutes les associations étudiantes. Et bon, il n'a jamais pas ce qui s'est fait ici au niveau de l'association également. C'est vraiment quelque chose qui a servi d'exemple et qui a structuré à l'interne de la vie étudiante ici. Au-delà de la journée, ça a aussi été important à ce niveau. Et puisque j'en suis au remerciement, je remercie aussi les collègues du département à part. Parce que vous savez que j'ai aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est la structuration en département de cette UFR. Et il faut qu'on avance encore un petit peu et vous servez d'exemple aussi aux autres départements. C'est la locomotive institutionnelle de l'UFR. Donc, continuez, et je crois que vos collègues ont besoin aussi de cet exemple, de cette pérennité, de ce sérieux. Un petit mot aussi parce que
J'avais jamais pensé à vous le dire, mais c'est aussi nouveau. Vous savez que je m'occupe aussi de la conférence des directeurs STAPS. Et je tenais à vous dire à tous les étudiants, à tous les acteurs, que les APA, c'est pas que Montpellier, il y a quand même un certain nombre d'autres UFR et départements STAPS qui organisent ces formations. Et les APA nous préoccupent pas mal en ce moment au niveau national. On passe beaucoup de temps à éteindre les incendies, à gérer les problèmes, mais aussi à préparer l'avenir. On a eu des rapports un petit peu houleux il y a un an avec Jeunesse et Sport. Actuellement, on a aussi des rapports un petit peu compliqués avec la santé. Enfin bref, c'est des négociations avec beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de groupes de travail. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent pour votre avenir, pour l'avenir des métiers auxquels on vous prépare. Et là, je voudrais vous citer quelques personnes, notamment Laurent Bosquet, le doyen de Poitiers, Xavier de Villard, le doyen de Saint-Étienne, François Cotin, et des gens qui sont pas ou plus doyens, Pascal Buchet, Clermont-Ferrand, Alain Varenne, qui s'investit beaucoup aussi dans le dossier, Paul Delamarche. Donc, si à un moment donné vous voulez rédiger une stèle, je pense que vous pourrez le faire parce qu'ils font en ce moment un travail dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui, je pense, structure et prépare votre avenir de manière tout à fait consistante et sérieuse. Et je pense d'ailleurs qu'on se souviendra que je pense que la filière APA a été celle qui a été la mieux structurée parmi les 5 filières historiques des STAPS. Et là encore, je pense qu'au niveau national, elles montrera l'exemple pour les autres filières pour étayer leur structuration et l'insertion professionnelle des étudiants. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis aussi à ce soir. On essaiera d'être tout beau. Voilà, on le sera. Enfin, moi. Voilà, bonne journée et à ce soir. Merci à M. Auger et de Lumière, je vous le répète. Là, je vais appeler M. De Cotin pour finir un peu ses petits discours d'ouverture, qui était le parrain l'année dernière de la promotion qui a organisé la JAPA et qui est un pionnier des APA en Europe. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, lorsqu'on m'a annoncé le thème de la journée, c'est-à-dire les innovations technologiques, je me suis dit, mais d'où venons-nous et où sommes-nous maintenant pour introduire ces innovations technologiques dans ce domaine des affaires? Alors, depuis 1997, premier congrès au Québec dans ce domaine des activités physiques adaptées, que de chemin a été parcouru. Alors, sur ce chemin, on a rencontré, on a connu les premiers développements, la création des activités physiques parfaitement adaptées aux différentes déficiences, aux différents handicaps, disait-on à cette époque-là. Il a fallu développer ces activités et beaucoup de pionniers ont contribué à adapter ces activités physiques, mais aussi sportives, bien entendu. Très rapidement, on s'est aperçu que la recherche était fondamentale, qu'il fallait innover, qu'il fallait apporter une contribution, mais dans un sens positif, contrôler, vérifier par une recherche pertinente. Et nous continuons toujours dans ce domaine au sein de la Fédération internationale en activité physique adaptée. Je sais que la présidente qui est là va me confirmer que cette voie est toujours poursuivie. Qui dit recherche dit aussi échange. Échanges nationaux et échanges internationaux. Sont donc alors apparus des échanges, des congrès, des symposia qui ont permis d'apporter chacun sa petite pierre et d'apporter une évolution dans les recherches, mais aussi dans la formation. Et l'Université de Montpellier a certainement contribué dans un domaine très spécifique, très innovateur à l'époque, qui était la santé des personnes, qui était la contribution de l'activité physique dans le style de vie, dans la santé. Ce fut certainement innovant à l'époque et l'Université de Montpellier, les STAPS, continuent dans cette voie d'ailleurs.
et on ne peut que s'en réjouir. Qui dit échange dit aussi programmes européens, parce que finalement, chacun s'étant un peu spécialisé, chaque université étant un peu orientée dans ses travaux, dans ses recherches et dans sa formation, on s'est aperçu qu'en collaborant dans la formation européenne, où est devenue d'ailleurs mondiale, nous pouvions donner aux étudiants le meilleur de nous-mêmes. Il est certain que le développement des activités sportives adaptées à la déficience visuelle n'a aucun rapport avec l'activité physique pour le cancer, par exemple, comme vous l'avez accordé l'année passée. Une collaboration à ce moment-là a été procurée au sein des programmes européens et grand merci aux programmes Erasmus qui ont permis ces échanges et ces formations. Beaucoup de progrès ont donc été réalisés dans ce chemin de l'activité physique adaptée. Mais si beaucoup de progrès ont été accomplis, il ne faut jamais tenir le progrès pour acquis. Un grand nombre de recherches s'est donc orienté vers les innovations technologiques. C'est une nouvelle ouverture, pardon, c'est une nouvelle voie. Alors, quelles peuvent être la contribution, les apports, les limites des nouvelles technologies? S'agit-il de combler ou de réduire une déficience? Et on pense aux implants, évidemment. L'implant sur la rétine pour guérir la perception visuelle. L'implant cardiaque, et Montpellier, une fois encore, est à la pointe dans la fabrication du robot cardiaque. Magnifique, sensationnel. Est-ce cela que l'on veut dans l'innovation technologique? S'agit-il aussi d'innovation dans le handisport? Les prothèses, peut-être, peuvent-elles apporter dans cette voie d'innovation technologique une amélioration? Tout le monde pense à notre ami Oscar Pistorius et ses prothèses exceptionnelles. Ils ont un peu abandonné pour se recycler non plus en athlétisme, mais en tir au pistolet sur cible cachée. Passons. L'enseignement des activités physiques adaptées. Cet enseignement des activités peut-il être influencé par la nouvelle technologie, la robotique et peut-être plus récemment les vêtements parfaitement équipés de capteurs qui pourraient peut-être améliorer le mouvement, le geste et pourquoi pas le geste sportif en tennis, notamment en golf, etc. Donc beaucoup d'améliorations technologiques et beaucoup d'innovations sont actuellement en cours et devraient être analysées. C'est, je pense, ce que l'on va pouvoir faire aujourd'hui. Cela constitue un marché mondial qui est évalué à 200 milliards d'euros et il est en croissance de 6% chaque année. Le marché des vêtements équipés de capteurs est en hausse de 40%, était en hausse de 40% au cours du troisième trimestre 2014. Vous voyez donc qu'il s'agit non seulement d'innovation technologique, mais aussi de grands marchés mondiaux. Ces innovations seront-elles au service de l'activité physique adaptée et surtout de la santé de chacun? Tous ces thèmes, je crois, pourront être abordés ce matin, moins nous l'espérons, et puis peut-être discutés en fin de matinée. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous les trois pour avoir présenté cette journée, pour avoir inauguré cette journée. Donc, je vais continuer en vous présentant le déroulement de la journée. Donc, ce matin, comme on l'a dit, des conférences et une table ronde vont être organisées sur le thème de l'innovation technologique adaptée. C'est un terme, l'innovation technologique, c'est très vague. On va essayer de voir un peu le plus grand panier possible. À 10h30, nous ferons une pause. Vous pourrez aller prendre un café, un croissant. On reprendra à 10h45 avec la troisième conférence et la table ronde. À 12h30, la synthèse de la matinée sera faite par M. Varret, qui est responsable du département APA de l'UFR Stats. À 12h40, du coup, on pourra tous aller se restaurer à l'espace restauration de la cafette juste en haut de l'antine.
À 14h se tiendra le 3e salon des professionnels en activité physique adaptée. Donc, on est à la 3e édition. Donc, encore une fois, merci aux années précédentes, aux promotions précédentes d'avoir lancé ce salon. Le salon finira à 17h. À 17h45, on aura cette fois-ci la synthèse de la journée. À 18h, la cérémonie de remise de diplôme de la promotion, du coup, parrainée par M. Jean-Claude de Potter. Et enfin, pour terminer cette belle journée, le thème de clôture qui sera organisé, pareil, en haut de l'amphi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, le 3e salon de professionnels. Je tenais à vous dire que vous pouvez interagir sur les réseaux sociaux, donc avec le hashtag 13e Japa et le Facebook Japa 2015. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dessus. On a eu un problème au niveau du diaporama pour pouvoir l'afficher, mais on a une équipe au top là-dessus, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et à la fin de chaque conférence, notre ami Florian passera parmi vous pour donner le micro, pour donner la parole si vous avez envie de poser des questions aux conférenciers. Voilà, j'invite du coup M. Talon pour la première conférence. Donc M. Talon est docteur en stage et va nous présenter les recherches actuelles qui utilisent les innovations technologiques pour essayer de combler ou de réduire une déficience. Donc bonne conférence à tous. Donc, messieurs, dames, bonjour à tous. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'être le premier conférencier de cette 13e Japa et je tiens à remercier les organisateurs, alors ici mais aussi dans l'ensemble de la salle, de cette 13e Japa, à m'avoir invité à parler des recherches actuelles en STAPS utilisant des innovations technologiques pour réduire ou combler une déficience. Et je vais vous parler de quelque chose qui me concerne un peu plus puisque j'ai réalisé un post-doctorat dessus, à savoir l'exemple du physiogaming appliqué chez la personne âgée. Alors, dans un premier temps, je vais voir avec vous qu'est-ce que le physiogaming, on va essayer de le définir ensemble, et puis après, je vous présenterai un exemple d'une validation clinique qui a été faite chez la personne âgée en partenariat avec 2 étudiants de Master en RAPA ici à Montpellier. Et puis ensuite, on sera amené à discuter un peu ensemble. Alors, je présenterai surtout des questions qui serviront à la fois à alimenter le débat qui suivra ma présentation, mais surtout qui devrait servir à vous faire réfléchir pour alimenter la table ronde qui se tiendra en fin de matinée, comme ça vous a été présenté. Alors, tout d'abord, l'activité physique est bénéfique pour la santé. C'est ce qui nous réunit un peu aujourd'hui. Si on est tous ici actifs dans la filière APA, c'est pour ça. Il y a un certain nombre d'expertises et de rapports qui ont été faits, notamment par l'INSERM en 2008, ici sur un rapport d'expertise relativement global, ou plus récemment en 2014, un rapport sur la prévention des chutes, activité physique et prévention des chutes chez les personnes âgées, qui est le public qui me concerne un petit peu plus. Donc vous le savez sûrement, la quantité d'activité physique est inversement associée au risque de mortalité, et ceci est d'autant plus vrai chez la personne âgée, avec l'avancée en âge. Donc, c'est bien de faire de l'activité physique, mais cette activité physique, elle doit être adaptée. On est ici à la journée des activités physiques adaptées, donc vous verrez que ce terme d'adaptation va être discuté, puisqu'il est à l'essence même, en fait, des distinctions entre exergame, physiogame, etc., qu'on va voir par la suite. Alors, tout d'abord, un exergame, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est un jeu qui permet de faire de l'exercice. La plupart d'entre vous ont sûrement chez eux, alors, soit pour eux, soit pour leurs enfants, en fonction de l'âge que vous avez, des exergames. Vous avez ici l'exemple de la Wii, qui permet de jouer au tennis. Et ces jeux vidéo, donc la Wii est apparue en 2006, et un certain nombre de professionnels de santé se sont dit, nous qui avons des problèmes pour faire pratiquer plus d'activité physique, et l'activité physique étant bénéfique pour les populations de patients qu'on a ou de résidents dans le cas des EHPAD, pourquoi est-ce qu'on ne leur proposerait pas de travailler sur ces exergames?
Alors, du coup, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, et je vous présente ici 3 revues de littérature relativement récentes, puisqu'elles datent de 2014, qui ont été réalisées chez les personnes âgées en EHPAD ou au domicile, et aussi chez des personnes âgées présentant un risque de chute important ou présentant des syndromes type Alzheimer. Et ces revues de littérature ont montré qu'il y avait un intérêt à utiliser ces exergames chez ce public, mais par contre, ils ont bien souligné que ces exergames ne sont pas spécifiquement adaptés à ce type de population et qu'elles ne sont pas développées dans un but de rééducation. Pour exemple, vous pouvez voir ici une photo, vous avez sûrement entendu parler de Nintendonite ou Tendinite, qui, des personnes, à force de jouer devant leur écran de télé dans le vide, notamment au tennis, ont des tendinites au coude. Et d'ailleurs, le British Medical Journal, qui est une très grande revue scientifique, juste avant Noël 2014, a mis en garde contre les effets de ces différents exergames qui ne sont, du coup, on peut se demander s'ils sont vraiment adaptés ou pas. Est-ce que l'activité physique que ces exergames proposent est bien adaptée à tout type de pratiquants, puisque c'est des exergames qui sont vendus dans le commerce, qui sont vendus au grand public. Alors, pour discuter un peu de cela, je vais juste vous montrer une petite vidéo. Voilà. Donc vous voyez l'exemple d'une personne qui est en train de jouer à la Wii, affalée dans son canapé, mangeant, alors je ne sais pas si c'est un sandwich ou un éclair au chocolat, et vous voyez qu'elle pratique une activité très intense. On peut jouer aussi au baseball, ça fera plaisir à Jean-Marie, voilà, tout en mangeant de la pizza. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous faites avec ces sportifs de haut niveau. Et encore mieux, vous allez voir le meilleur est à venir, on peut toujours viser une cible tout en dormant. Il faut juste avoir la technique, je vous la donne, accrocher au ventilateur la télécommande. Voilà. Donc, cette vidéo, simplement pour vous expliquer que la Wii, c'est bien, mais l'activité physique aussi, mais qu'il faut qu'elle soit adaptée à chacune aux personnes à qui on s'adresse. D'accord ? Donc, la vidéo est un peu exagérée, mais par contre, effectivement, dans la vie de tous les jours, vous avez peut-être, ça vous est peut-être arrivé, de jouer comme ceci contre un adversaire. Moi, j'ai des copains qui sont classés 5-1 au tennis. Ils s'agitent devant leur écran de télé et ils sont persuadés d'être les meilleurs. Et en restant assis et en faisant un petit mouvement de poignet, on peut quand même les gagner. D'accord ? C'est peut-être qu'à ce moment-là, l'activité ne représente pas, qu'on réalise ici, ne représente pas forcément vraiment ce qu'on fait dans les activités physiques et sportives réelles et qu'elle ne serait donc pas adaptée. Donc, justement, pour adapter ces activités, ont été développées ce qu'on appelle des serious games. Donc, ça a été fait pour l'activité physique, mais pour l'apprentissage et le réapprentissage en général. Donc, je vous ai montré ici 3 exemples. Donc, un serious game, l'objectif, c'est de regrouper à la fois de la théorie, les contenus et un game design, donc travailler avec des informaticiens, pour réaliser un jeu sérieux qui soit conçu pour un public spécifique. Alors ça peut être, dans cet exemple-là, pour apprendre quand on fait des études médicales, ça peut être aussi pour apprendre à vendre des voitures quand on travaille chez Renault, ou encore apprendre à faire des entretiens d'embauche quand on est un manager. Quand on l'applique aux exergames, ça donne ce qu'on appelle un physiogame, d'accord ? Et
je vais vous montrer de nouveau une petite vidéo pour que vous vous rendiez compte, pour vous montrer un exemple de physiogame. Donc vous avez ici Hammer and Planks, qui est le physiogame que l'on a utilisé dans la validation clinique que je vais vous présenter ensuite. Donc ça fonctionne sur le Kinect ou avec d'autres instruments comme le balance board, etc. On est sur la capture du mouvement, donc ce qu'on appelle une interface naturelle. Voilà, on peut jouer avec la main, avec le tronc. Tout l'intérêt de ces physiogames, en fait, c'est cette interface qui permet au thérapeute d'interagir avec le jeu pour pouvoir l'adapter, adapter la difficulté du jeu à la personne qui va pratiquer. On peut aussi jouer, comme vous le voyez, avec d'autres personnes. Alors chez la personne âgée, c'est les petits-enfants, mais dans le cadre des activités physiques adaptées, ça peut être avec d'autres participants quand on travaille en groupe. Et on peut jouer aussi, vous voyez, assis, puisque dans l'exemple des maisons de retraite, il y a de plus en plus de personnes qui sont très déconditionnées et qui sont en fauteuil roulant, et donc qui ne peuvent pas forcément se mettre debout. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les physiogames doivent pouvoir être adaptés à chaque personne. C'est pour ça qu'ici, vous avez le nom de la personne qui est en train de jouer. D'accord? Et on peut avoir un historique de ces parties qui doit être personnalisable pour pouvoir s'adapter aux capacités de chaque personne. Vous voyez ici qu'on peut choisir le module, réguler à l'aide de cette jauge le nombre de bonus qu'on va mettre, le nombre d'obstacles qui vont apparaître aussi à l'écran. Et on peut choisir, à l'aide des deux petits traits que vous avez ici, de mettre les bonus soit d'un côté, soit de l'autre. Par exemple, quand on travaille avec des personnes hémiplégiques, on peut choisir de mettre des bonus que sur la droite pour qu'ils aillent justement explorer ce secteur-là. Et on peut mettre aussi un certain nombre d'adversaires. Et le dernier point, c'est que ces jeux doivent être développés dans un objectif de santé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir réaliser un bilan, obtenir des données qui sont représentées soit ici sous forme d'une carte de chaleur, soit ici par les déplacements du centre de pression qui sont mesurés par le Kinect et qui permettent aussi du coup de faire, comme je le présenterai après, de la recherche. Alors, ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces jeux, c'est un effet de mode, mais que ce n'est pas qu'un effet de mode lié à l'évolution des jeux vidéo vers des interfaces naturelles. Il y a aussi des fondements cliniques et théoriques qui sont derrière tout ça. Alors tout d'abord, au niveau clinique, les jeux sont développés dans un objectif de rééducation, donc orienté vers la tâche. Donc la tâche activité quotidienne, équilibre ou utilisation du membre supérieur comme on a pu le voir tout à l'heure. On peut régler aussi l'intensité et le nombre de répétitions à partir des différentes de la tablette qui permettent d'interagir avec le jeu. Et puis aussi, on peut jouer sur la motivation du patient, puisque les physiogames gardent tout l'aspect ludique qu'ont les exergames du grand commerce. Enfin, ça permet de jouer sur la plasticité cérébrale grâce au feedback que va donner ce type de jeu. Alors, je vais revenir un peu plus sur la plasticité cérébrale avec les fondements théoriques qui sont derrière, sur la plasticité cérébrale guidée par le mouvement. Je vais prendre pour cela l'exemple de la tâche de pointage avec ou sans utilisation de lunettes prismatiques. Si vous avez déjà réalisé une tâche de pointage, tout simplement, vous avez un point de départ et il faut arriver à pointer une lumière qui s'allume, donc on va vers le rouge. Maintenant, sur cette tâche de pointage, si au moment où je pars ici, la lumière s'éteint et qu'elle se rallume plus loin, bien que le mouvement soit parti, on va voir que la personne va s'adapter et arriver à toucher la lumière. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il y a une phase balistique, donc qui est une programmation cognitive du mouvement, qu'on va appeler un feed-forward, mais qu'il existe aussi, puisque le fait que la lumière s'éteigne et qu'il y en ait une autre qui s'allume et qu'on n'arrive pas à la toucher, il y a une phase de régulation qu'on va appeler feedback visio-proprioceptif. C'est-à-dire qu'on va voir une lumière s'éteindre, une autre s'allumer, et on va pouvoir adapter son mouvement à l'aide de la proprioception pour aller toucher la deuxième lumière qui s'est allumée. Maintenant, si on garde cette tâche-là, mais que l'on prend des lunettes prismatiques, donc des lunettes prismatiques qui vont dévier la vision, vous voyez que en rouge ici,
c'est la tâche qu'on faisait tout à l'heure. Quand on va mettre les lunettes prismatiques, on a en noir ici la première courbe qu'on va faire. Et puis au fur et à mesure des essais, le deuxième essai ici, jusqu'au 7e essai ici, on va s'améliorer et se rapprocher de plus en plus de la cible à atteindre, malgré le fait du port des lunettes. On va, au bout d'un certain temps d'utilisation, arriver à avoir la même trajectoire que les sujets contrôle, signe donc que l'on s'est adapté. Alors on s'est adapté au port des lunettes, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a derrière une plasticité cérébrale en tant que telle? Eh bien oui, puisque si l'on enlève les lunettes, alors qu'on pointe sans lunettes ici, on y arrive. Quand on met les lunettes, on a tendance à pointer à gauche pour nous, à droite pour le sujet de la cible. Après un temps d'exposition relativement important, de nouveau, malgré les lunettes, on arrive à pointer la cible. Et quand on enlève les lunettes de nouveau, on a un post-effet qui fait qu'on va pointer, que le sujet pointe à gauche de la cible. Il y a donc bien une adaptation derrière et donc une plasticité cérébrale qui est à la base de toute la rééducation fonctionnelle, notamment chez les personnes ayant eu un AVC. Donc maintenant que vous avez compris un peu plus ce qu'est le physiogaming et quels sont les fondements qu'il y a derrière, je vais vous présenter l'exemple d'une validation clinique qu'on a réalisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec deux stagiaires de master en RAPA. Donc, cette validation s'est faite en EHPAD, chez 12 personnes âgées institutionnalisées. Elles avaient à peu près 88 ans de moyenne d'âge. On les a sélectionnées selon des critères d'inclusion et non inclusion relativement stricts, puisque vous voyez qu'on a pris des personnes les plus autonomes, généralement des EHPAD, puisqu'on a pris des personnes qui étaient encore capables de marcher, puisque là on a testé le module équilibre debout. On a réalisé une randomisation, donc on a réparti 6 personnes dans chacun des groupes. Un groupe réalisant un réentraînement à base du physiogame que je vous aurais présenté, et un groupe témoin qu'on a simplement évalué en initiale et en terminale. Normalement, il y a une petite vidéo. Voilà. Donc vous voyez, on leur a proposé un programme de réhabilitation de 8 semaines, donc 2 mois, à raison de 3 séances par semaine. Vous voyez le jeu, c'est simplement guider un petit bateau, comme vous avez vu tout à l'heure, pour ramasser des bonus à droite, à gauche, et éviter les obstacles. Les séances duraient à peu près 20 minutes, sachant que sur ces 20 minutes, il y avait 12 minutes de travail actif devant l'écran et 8 minutes de temps de repos, de manière à ce que parce que c'est quand même des personnes âgées qui ne pouvaient pas forcément tenir debout 20 minutes d'affilée. Voilà. Alors, on a fait un programme de réhabilitation, c'est-à-dire qu'on a fait un certain nombre de niveaux, de sorte que la difficulté soit progressive dans la continuité et dans la durée du programme. D'abord, on a travaillé uniquement sur le plan médiolatéral, puis dans le plan antéro-postérieur, et on a fini dans les deux plans, afin de pouvoir explorer tout l'environnement et stimuler l'équilibre vraiment dans toutes ses dimensions. On a joué aussi sur la vitesse de défilement du bateau, sur l'écartement des bonus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est possible de les régler pour qu'il y ait une amplitude qui est stimulée et plus ou moins du coup de déstabilisation de la personne. Et aussi par rapport au nombre d'obstacles à éviter pour stimuler un peu les réflexes, aller chercher des bonus proches des obstacles et un peu aussi la précision. Nous avons évalué ces personnes du point de vue de l'autonomie fonctionnelle grâce au SPPB, donc la Short Physical Performance Battery, qui est un score composite de différents tests fonctionnels qui tient compte de la vitesse de marche, de la force des membres inférieurs évaluée par le 5 relevé de chaise et du temps d'appui bipodal, semi-tandem et tandem, donc dans 3 positions différentes. On a comparé ces deux groupes selon leur delta, donc les évaluations initiales et terminales, à l'aide d'un test non paramétrique de Mann-Whitney, et on a obtenu les résultats suivants. Donc vous voyez qu'on a 2 personnes dans chaque groupe qui ont arrêté, ce qui fait qu'on n'a eu que 8 sujets au final. Donc il y a 2 personnes qui ont été hospitalisées, une personne, le médecin l'a mis en arrêt, et puis une 3e personne qui n'est pas venue aux évaluations, une 4e personne qui n'est pas venue aux évaluations terminales. Vous voyez ici que dans le groupe contrôle, on a eu 2 personnes pour lesquelles le SPPB est resté le même, une personne qui a diminué d'un point, une personne qui a augmenté d'un point. Alors on s'est demandé d'où pouvait provenir cette augmentation. Cette augmentation, en fait,
on peut supposer, la personne a été hospitalisée et a subi une intervention chirurgicale, donc on peut supposer que ce serait dû à ça, que la personne a pu améliorer son autonomie fonctionnelle. Sur les quatre autres sujets, donc cette fois-ci dans le groupe ayant eu la réhabilitation, on a eu des augmentations respectivement de 1, 2 et 4 points sur le SPPB. On s'est demandé de même comment c'était possible qu'on arrive à améliorer de 4 points un score sur 12. Et en regardant de plus près les résultats, on a vu que c'était la personne qui était la plus déconditionnée. Et comme vous le savez, plus les personnes sont déconditionnées, plus il est possible de les améliorer, alors que quand on est expert, il y a un plateau au niveau de la progression qui est possible. Et les statistiques ont montré une différence significative entre les deux groupes, à un P0,0. Voilà, donc la conclusion de cette étude, c'est que malgré le faible échantillon, on a pu montrer une amélioration significative du SPPB par 2 mois de réhabilitation par le Physio-Game Équilibre de cette plateforme. Cependant, comme on était uniquement chez 8 personnes, ces résultats restent à confirmer à plus grande échelle. Alors, en discussion et conclusion, comme je l'ai dit au début de ma présentation, je vais simplement évoquer quelques questions. Comme ça va vous permettre d'y réfléchir un petit peu, aussi durant les autres présentations, et puis on pourra en discuter déjà maintenant si vous voulez, et surtout à la fin de la matinée sur la table ronde. Donc à savoir le Physio-Gaming, tous les autres outils qui seront présentés par la suite, est-ce qu'ils permettent vraiment une réduction pour combler, comme c'était le titre, une déficience? Est-ce que ce sont des outils ou est-ce que c'est une finalité? Quels professionnels peuvent les utiliser? Et puis on a la chance d'avoir le président de la SFPAPA, donc il va falloir que ça vienne sur le débat. Et puis, est-ce qu'il y a possibilité de faire ces activités au domicile, de faire un suivi au domicile? Et pour ça, je vais vous présenter une dernière, et je conclurai sur cette petite vidéo, pour vous montrer ce qu'il est possible d'envisager pour plus tard, sur du suivi, une utilisation à domicile du suivi. Ça permettra de conclure de manière plus ludique. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis s'il y a des questions. Merci beaucoup, monsieur Talon. Est-ce que vous avez des questions du coup? Florian, bientôt prêt à passer. Si vous avez des questions, levez la main et Florian vous amènera le micro. Personne? Sinon, vous y réfléchissez et on les donnera pendant la table ronde. Vous pourrez toujours poser les questions à M. Talon qui sera présent sur la table ronde juste après. Oui, voilà. On va revenir sur les différents points qui ont été abordés pendant la conférence et sur la dernière vidéo. Dernière fois, personne pour les conférences? Si, Flo? Bonjour, merci pour votre présentation. Par rapport à votre étude, je voulais savoir si vous utilisiez un questionnaire de motivation pour voir si les personnes âgées étaient toujours motivées après plusieurs séances pour faire ce genre d'exercice. Alors on a fait une évaluation, ce n'était pas un questionnaire de motivation validé, par contre on a fait effectivement un questionnaire de satisfaction à la fin de l'étude pour avoir le ressenti des personnes. Est-ce que ces personnes avaient apprécié déjà le jeu? Est-ce que ces personnes ressentaient des bénéfices par rapport à la pratique qu'elles ont eu, que ce soit des bénéfices physiques, au niveau qualité de vie, au niveau aussi mental, etc. Et puis savoir aussi, est-ce que ces personnes, du coup, seraient prêtes à recommander ce type de pratique, puisque c'est chez ce type de public que justement la motivation, elle se fait aussi via le groupe, et que du coup, une personne qui est intéressée par une activité peut en parler aux amis
et du coup essayer de pratiquer en groupe, essayer de motiver un peu les différentes personnes pour au maximum développer la quantité d'activité physique qu'ils pratiquent. Et on n'a pas analysé encore ces questionnaires, mais les retours qu'on avait en direct au fur et à mesure du programme, quand on demandait, les personnes se sentaient plus en sécurité, notamment dans leurs déplacements. On avait un monsieur qui tous les jours allait marcher en dehors de l'EHPAD, et il nous a dit que depuis qu'il avait commencé ce programme de réentraînement, il se sentait plus à l'aise quand il était sur le trottoir, quand il franchissait une marche, etc. Alors après, est-ce que c'est dû à l'effet du programme de réhabilitation, ou est-ce que c'est un effet placebo ou le fait d'être dans une activité? Ça, pour l'instant, tant qu'on reste sur une étude de ce type, on ne peut pas le dire, mais ça reste des résultats encourageants. Bonjour, c'était pour savoir en fait, si à long terme ça risquait pas justement de faire moins de contact pour les personnes âgées avec une personne et plus avec de la technologie. Est-ce que les personnes du coup vont pas être isolées face à leur écran? Ouais, justement, et pour réduire le personnel et Alors, par rapport à ça, on pourra en rediscuter tout à l'heure. C'est une très bonne question. Justement, on adapte les jeux pour qu'ils puissent être pratiqués par les différents publics, ce qui fait qu'on propose différents jeux à différents publics. De même, on va cibler certains publics, peut-être plus que d'autres, avec ces jeux-là. Pour exemple, nous, les personnes qui ont adhéré le plus dans cette étude, qui ont le plus adhéré au programme, qui ont souhaité participer, les infirmiers, enseignants, ergothérapeutes, etc. de l'EHPAD nous ont dit que en fait, c'est les personnes qui, en comparaison, d'habitude ne participent pas du tout aux autres activités, justement parce que c'est des activités de groupe, etc., et que c'est des personnes plutôt solitaires. Donc ça peut permettre de cibler différents profils de personnes. Et puis, on peut aussi envisager le développement, parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'actuel, on peut envisager le développement de jeux où on soit beaucoup plus nombreux devant un écran, et qu'on joue tous ensemble, qu'on interagisse même pour jouer ensemble, en faisant des jeux collaboratifs, voire que, comme ce sera présenté un petit peu plus tard, qu'on interagisse via un écran. C'est-à-dire qu'il y a un joueur dans un EHPAD, un joueur dans un autre EHPAD, ou chez soi, ou avec son petit enfant, et qu'on joue l'un contre l'autre, ou l'un avec l'autre, comme ce qui se fait sur n'importe quel jeu en ligne pour le grand public. Mais tout en gardant cette notion d'adapter, voire en pouvant adapter le jeu d'un côté et d'un autre de manière différente par rapport au profil de personnes qu'on a. Bonjour, merci pour la présentation. Je veux juste avoir, si demain je veux développer ce type de jeu, avoir des idées de temps de développement, des coûts et vers quel type de société je dois me tourner, comment ça se passe. Bonne question, parce que je suis post-doctorant et je ne suis pas informaticien. Je peux me renseigner, tu m'envoies un mail, je te renseignerai là-dessus. Mais c'est sûr que c'est très loin développé, puisqu'en fait on est dans une stratégie de co-conception. Donc on va développer un jeu, déjà on va aller sur le terrain, voir des professionnels, médecins, kinés, enseignants, on n'a pas, qui vont nous dire, voilà, nous on peut avoir besoin de cela, ou on cite tel public. En fonction de ça, on va réfléchir au jeu, on va pouvoir créer un jeu, et puis après il va falloir faire tester le jeu, voir si ça convient, et faire des adaptations tout le temps. Par exemple, nous, quand on a fait la validation de ce jeu-là, c'était un jeu qui était initialement fait pour travailler en équipe chez les personnes ayant fait un AVC, et on s'est rendu compte que chez la personne âgée, il y avait des choses qui n'allaient pas. On a développé du coup le travail dans le plan antéro-postérieur aussi pour stimuler beaucoup plus l'équilibre, et puis on a adapté
la couleur des bonus, puisque les personnes âgées avaient une perception du sol qui était moins bonne, et du coup, des fois, ils allaient sur les rochers au lieu d'aller sur les bonus en pensant que c'était des bonus. Donc on a dû adapter un certain nombre de choses, et c'est l'avantage de ce type de jeu, en fait, c'est qu'on va pouvoir tout adapter de manière à pouvoir pratiquer dans des bonnes conditions. C'est bon pour les questions ou il y en a encore? Sinon, on les gardez-les au chaud pour la table ronde. On va enchaîner avec la deuxième conférence. Donc, je vais inviter M. Carayon, qui est le directeur technique national adjoint de la Fédération française anti-sport, qui va nous présenter les innovations technologiques au service de la performance. Bonne conférence. Oui, donc là, on va surtout parler de sport. Je vous lis. Merci. Donc, je vais surtout vous parler dans un premier temps de ce que nous on entend par performance et par innovation technologique. Je vous donnerai un exemple d'une personne que vous connaissez peut-être, qui est Marie Baucher, qui l'année dernière a tracé les médailles à Sochi. Et je finirai aussi par quelques questions qu'on peut se poser par rapport à l'intérêt des avancées technologiques et à leur limite. Donc juste pour la performance, c'était, je vais vous parler de performance sportive, c'est à relativiser chez nous, parce que le public handicapé qui concourt à ces épreuves est bien heureusement moins important que dans les épreuves valides. Donc la notion de performance, elle est à relativiser par rapport à la concurrence, puisqu'il y a une concurrence moindre en fonction des classifications et de ce fameux nombre de personnes handicapées moindre. Du point de vue aussi du chemin vers le haut niveau, quand on parle de performance sportive et de haut niveau, il faut savoir que l'accès au haut niveau se fait avec beaucoup moins d'étapes que l'accès à un haut niveau valide, puisque on arrive très vite à faire des compétitions nationales parce qu'il n'y a pas assez de concurrents départementaux ou régionaux. Et on verra tout à l'heure les implications que ça peut avoir, ce manque de personnes. Et ensuite, du point de vue de sa représentation face au handicap, où dès lors qu'une personne est handicapée et qu'elle fait un geste sportif ou une activité qui peut être des choses spectaculaires, on a tendance un peu à survaloriser cette performance, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas toujours des systèmes de comparaison par rapport à d'autres. Et on a souvent des réactions qui sont dithyrambiques par rapport à ces performances-là, même si les performances elles-mêmes existent. Et ensuite, sur la notion technologique par rapport au handisport, on parle de technologie, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon individuelle, donc artisanale. Il y a des recherches industrielles, mais qui se heurtent beaucoup à l'économie et au coût de la technologie. Quand il y a tout à l'heure, mon prédécesseur parlait de la recherche et du temps passé pour travailler sur un outil. Quelle qu'elle soit, la recherche est toujours longue. Et lorsque le marché est relativement restreint, et quand on est sur du sport et des handicaps et des activités sportives qui sont des niches, on se retrouve avec évidemment un champ de clientèle qui est très étroit. Et donc du coup, ces recherches sont des fois limitées au niveau industriel parce qu'il n'y a pas de retour économique envisageable. Et ensuite, au-delà du nombre de personnes, on est dans un travail sur la singularité de la personne. Il n'y a pas un seul handicap ou désavantage ou déficience, pour reprendre les termes de M. Le Goyen, qui sont les mêmes parce qu'une amputation ne se fait pas toujours au même endroit, parce qu'il y a le caractère acquis ou inné de l'amputation, de la génésie, parce qu'il y a aussi le vécu de la personne, si c'est un handicap acquis avant son accident ou sa maladie, qui font que souvent on travaille beaucoup sur
sur la personne, et donc on se retrouve sur du sur-mesure. Et ça se finit souvent par du système D, soit des personnes qui ont une société, des prothésistes, etc., qui vont travailler, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les sportifs, et qui s'investissent auprès d'eux. Mais malgré tout, souvent on se retrouve avec des sportifs qui, même avec du matériel fait sur mesure, parce qu'ils ont progressé, parce que le matériel ne peut pas être changé tous les 3 mois, et mettre en place des cales, par exemple, pour être bloqué sur un bateau, sur un fauteuil, des petits trucs qui ne ressemblent pas du tout à une avancée technologique, mais plus à du système. Voici pour les précautions oratoires. Je voulais juste vous montrer un petit exemple de ce qui a fait évoluer, qui a révolutionné un geste sportif. C'est le travail d'athlétisme à un fauteuil roulant. Vous avez 2 photos qui ont 20 ans d'écart, 1984 et 2004. Et vous pouvez voir que, évidemment, le matériel n'est pas le même, mais que cette différence de matériel, au-delà de la vitesse que ça a généré, a induit aussi des positions différentes sur les fauteuils, et donc une activité motrice différente. Je ne vous parle pas de la musculature de la personne. Et également, j'ai perdu ce que j'allais vous dire. Je sais plus, je me suis perdu sur le détail. Et sur le travail qu'il y avait sur la posture et les questions qu'on peut se poser sur la prévention du risque par rapport à ce travail. Vous comprenez bien que l'action que met le sportif de droite qui boxe la main courante pour faire avancer avec des chocs répétitifs est bien différente de celle qui avait 20 ans avant, où les personnes accompagnaient la main courante pour pousser le fauteuil. Donc, un exemple donc, avec Marie Gaucher en ski. C'est une personne qui déjà été très performante, puisqu'elle était souvent devant jusqu'en 2013 en compétition de ski. Personne qui a une agénésie du membre supérieur gauche et qui a fait l'objet d'une étude en vue des Jeux de Sochi, une étude vidéo de la part du staff des équipes de France. Et en fait, c'est une personne donc, qui concourait à ski avec un seul bâton, qui n'avait pas de prothèse à la main gauche, et qui donc, on s'est aperçu que quand elle faisait ses slaloms, elle tournait autour du piquet, mais n'avait pas la technique des personnes valides qui, lorsqu'on fait du slalom, pour effacer le piquet de la trajectoire, le font en croisant en fait, avec la main opposée, pour gagner en tout cas avec le chemin des épaules sur la distance. Donc ils ont réfléchi un peu à voir comment on pouvait améliorer cette chose-là, parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement elle passait assez loin du piquet et que donc toute distance supplémentaire en fait était pas bonne à la performance. Ils ont fait une proposition sportive. Cette proposition, elle a pris du temps parce que la personne qui n'avait pas de prothèse, en fait, n'en voulait pas, avec une formulation qui est de la personne que je vous laisse lire, que je vais vous lire, je ne sais pas s'il y a des malvoyants ici, où elle disait qu'avec une prothèse, elle se sentait handicapée, alors que quand elle n'avait pas de prothèse à la main, elle se sentait comme une personne valide. Et donc il a fallu qu'on argumente un peu déjà au niveau psychologique sur l'intérêt de la prothèse par l'amélioration de la trajectoire, et puis aussi parce que cette prothèse avec différents embouts lui permettait de faire d'autres activités sportives qu'il a préparées au jeu, qui étaient du vélo pour faire du cardio, qui étaient de la musculation avec un crochet pour prendre la barre, qui lui permettait de développer mieux son côté gauche au niveau des pectoraux, etc. Et ça, c'était un premier travail en concertation avec Marie pour qu'elle accepte, et finalement elle a accepté, parce qu'elle aurait pu le refuser et ça n'aurait été fini, pour qu'elle accepte
cette prothèse. La seconde étape, en fait, ça a été d'apprendre, une fois qu'il y a eu les premiers essais avec les prothèses, d'apprendre cette nouvelle technique, de se réapproprier aussi ce schéma moteur, d'utiliser cette partie du membre, puisqu'elle a une agénésie qui doit se situer à peu près juste devant le coude, donc d'apprendre à utiliser une partie de corps qu'elle n'avait pas, et donc elle n'avait évidemment jamais utilisé. Et un apprentissage technique, parce qu'effectivement le fait de croiser pour aller esquiver un bâton, c'était quand même relativement nouveau en termes d'équilibre et de gestes aussi pour elle. Et ça a été l'étape la plus longue. Et ensuite, on est arrivé donc un travail directement sur la prothèse, donc, avec des allers-retours avec son prothésiste qui a fait ce travail de façon, on va dire, gratuite. En tout cas, ça n'a pas été, le coût n'a pas été quantifié parce que c'est des heures de travail avec des matériaux, avec des prothèses qui ont été pour les premières de les cas abandonnés, le temps qu'on arrive à trouver exactement ce qu'il fallait, puisque d'une part, il y avait un cahier des charges de l'International Paralympic Committee qui demande à ce que la prothèse qui soit utilisée ne soit pas plus longue que le membre. Donc là, notamment quand c'est une prothèse avec quelqu'un qui a un bras valide, il y a une mesure qui se fait. Donc il ne faut pas que la prothèse soit plus longue, il ne faut pas que le bout de la partie, que le bout de la prothèse soit pas plus grande que le point fermé. Pour des raisons évidentes, pour ne pas se retrouver avec des gestes qui ne seraient pas entre guillemets normaux par rapport à un vrai. Donc ça c'est une première chose. La seconde chose, il a fallu tester la solidité pour qu'il n'y ait pas de déformation, puisque cette prothèse était vraiment utilisée pour taper sur des piquets. Le poids de la prothèse, il fallait qu'il y ait pour l'athlète un poids assez important pour qu'il ressente cette prothèse, pas trop important non plus parce qu'il n'était pas habitué à ça, donc c'était un poids qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais utilisé, il ne fallait pas qu'il y ait des soucis tendineux après, et puis il fallait qu'il y ait aussi le confort pour l'athlète. La dernière chose concernant le poids, c'est que cette agénésie, en fait, elle n'a qu'un doigt au bout de son avant-bras, et l'accroche de la prothèse sur l'avant-bras, ça faisait par là. Et on a essayé des prothèses un peu plus lourdes, qui faisaient qu'à force de l'utiliser, la prothèse avait tendance à tourner sur elle-même, et donc elle ne pouvait être complètement efficiente. Donc ça c'était pour l'approche de la prothèse. Et ensuite le ressenti du sportif, parce qu'évidemment il a fallu trouver quelque chose qui soit confortable, d'autant que c'est quelque chose qui était nouveau pour elle, puisqu'elle n'avait jamais mis de prothèse de sa vie, ni dans la vie courante, ni dans l'activité sportive. Et il fallait que ça devienne quelque chose qui soit le plus, en tout cas le moins gênant pour elle. Donc après pas mal de travail d'aller-retour, voilà ce que ça a donné en termes de prothèse. Les cibles, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, parce que c'est des photos qu'on m'a fait passer. Moi, je ne suis qu'un sportif, je ne suis absolument pas un spécialiste ni de la prothèse, ni de la médecine. Vous voyez l'accroche qu'il y a eu au niveau de l'avant-bras qui est relativement large pour que justement il n'y ait pas cet effet de gêne. Une défixation qui permette le mouvement, puisqu'elle a l'articulation du coude. Et ensuite, cette espèce d'embout qui a été rajouté en bout de prothèse qui sert à panier les piquets et qui est dans les normes de la réglementation INES. Voilà un peu la différence de style que l'on a entre une Marie Bochet en haut qui c'est une photo, je crois, de 2012-2013, et celle de 2014, où après avoir esquivé le truc, vous voyez que ces épaules sont beaucoup plus engagées, déjà dans le sens de la piste, et puis beaucoup plus proche du piqué que ce qu'on pouvait avoir au-dessus. Ça, c'est pour le résultat. Et il n'y a pas eu de test, c'est très compliqué ainsi. On n'a pas pu faire d'évaluation précise, en tout cas de performance avec et sans prothèse, si ce n'est des analyses vidéo pour voir le chemin parcouru.
parce qu'un ski c'est très compliqué d'aller vérifier cela. Dans tous les cas, le résultat c'est que c'était Marie Baucher qui était une personne qui était toujours sur les podiums en 2013. On s'est retrouvé avec une sportive qui a dominé la tête et les épaules les Jeux à Sochi dans toutes les disciplines. Et pas que slalom, même si la slalom en l'occurrence elle est sortie, que c'est la seule fois où elle n'a pas fait de médaille. Oula. Je voulais terminer par des réflexions diverses. C'était pas prévu que ce soit dans cette couleur parce que je suis déficient visuel, je confonds les couleurs et j'arrive même pas à lire ce qui est écrit. Je voulais vous, au-delà de la technologie, je voulais aussi vous parler, tout à l'heure on parlait de l'activité physique adaptée, c'est votre rôle. On a Solène Jean Papier qui fait également du ski. C'est juste une anecdote, c'est pour vous montrer aussi que des fois, il ne faut pas toujours chercher de la technologie. Il y a aussi du système D, comme j'ai parlé de propos. C'est une personne qui est IMC, et on s'est aperçu qu'elle était beaucoup plus à l'aise sur ses skis quand elle n'avait pas de bâton à la main qui était handicapée. En tout cas, avec la main du côté où elle était déficiente. Et donc, la solution, c'était. Mais par contre, elle a une main qui est encore active, enfin un bras qui est encore actif, et donc elle pouvait s'en servir pour pousser au départ. Ce qui n'est pas négligeable au moment d'un ski. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, sa technique, c'est de pousser donc au départ et de lâcher le bateau dès la première porte pour descendre en fait sans bâton toute la course. C'est autorisé par l'IBC, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est pas le plantier du bateau, chez nous, c'est le lâcher du bateau. Oui, on a parlé de Pistorius, c'était une commande que nous avons reçue par mail. Pistorius et ses prothèses. Je vous ai mis aussi le cas de Boko, qui est un peu plus récent, de Marcus Reim, qui a également une prothèse qui lui n'a qu'une prothèse, et on se retrouve effectivement confronté avec l'amélioration de la technologie, avec des personnes dont on se pose la question de savoir si la prothèse ne fait que remplacer un membre manquant, ou si ces prothèses améliorent la performance qu'ils auraient eu s'ils avaient eu leurs deux jambes. On ne se posait pas la question, on se posait la question surtout pour les doubles amputations, type Pistorius, puisqu'on se disait qu'ils pouvaient mettre des prothèses très longues, avec des ressorts, ça le faisait avancer de façon très rapide. Et il y a des décisions qui sont prises qui sont très compliquées au niveau du Comité paralympique international, de l'IPC, mais également au niveau de l'IAAF, qui est la Fédération internationale d'athlétisme, puisque Pistorius a fait grand bruit, puisque ça a été un athlète qui s'est retrouvé à faire des performances qui lui permettaient de participer à des compétitions internationales valides. Et évidemment, tant que ces personnes-là n'étaient pas dans les premiers au niveau des bilans mondiaux, je ne sais pas trop poser la question. Aujourd'hui, il faut savoir que Pistorius, même si le sujet aujourd'hui ne sera plus d'actualité pour les prochaines compétitions, était une personne qui commençait à avoir des temps qui lui permettaient d'arriver en demi-finale d'un championnat du monde sur 400 mètres, mais avait un record sur 800 mètres qui était d'une seconde inférieure au record du monde valide. Si vous allez sur sa fiche sur Internet, vous verrez qu'il a fait une minute 40 sur 800 mètres. Et donc il était autorisé à participer aux 400 mètres parce qu'on considérait que la gêne occasionnée par le départ compensait largement le gain qu'il pouvait avoir en fin de course. Sur 800, on considérait que c'était le contraire. Donc il était autorisé à faire du 400 mètres et pas du 800, en tout cas avec les valides. Et il s'est posé beaucoup de questions parce qu'au-delà de la technologie, il y avait aussi un problème physiologique, c'est que Pistorius n'avait pas de soucis de fatigue au niveau des mollets, au niveau de l'articulation, il ne s'écrasait pas sur l'appui puisque la dynamique du pied elle était mécanique. Et donc tout ça a été assez complexe. Et c'est vrai que ça a soulevé beaucoup de problèmes. Marcus Reim, lui, jusqu'à il est unijambiste, donc il avait une prothèse, je ne me souviens
plus de quel côté, mais je crois qu'on doit avoir des images peut-être. Voilà, donc c'est côté droit. Et donc jusqu'à maintenant, on ne se posait pas trop de questions, parce qu'on se disait que la prothèse, finalement, lorsqu'on en avait qu'une, ne pouvait pas améliorer les performances tant que ça, puisqu'il fallait quand même que l'autre jambe suive. Donc on pouvait avoir une grande poussée avec la prothèse, mais encore fallait-il que l'autre jambe à la réception puisse l'encaisser. Sauf que la longueur, depuis quelques années, les sportifs ont commencé à sauter sur la prothèse et pas sur leur pied d'appui. Et ça aussi, ça a été une révolution parce qu'en termes de confiance, aller s'appuyer sur une prothèse, il faut être sûr que la prothèse, il faut avoir confiance dans sa prothèse. Parce que si, je vous dis, au moment d'impulsion, si la prothèse casse, je ne vous dis pas les images suivantes. Et donc cette personne a fait 8,24 m cet été-là, en 2014, au championnat national d'Allemagne. Il a été champion d'Allemagne. Et il a été refusé pour participer aux compétitions internationales valides, puisqu'on a considéré que là, la prothèse devenait un avantage. Et la réglementation, normalement, veut qu'une prothèse doit remplacer, ne doit pas donner avantage, sinon elle n'est pas conforme à la réglementation. Je voulais aussi vous parler on se pose la question de l'intérêt des... Ce sont deux toutes petites réflexions. On se pose la question de l'intérêt de la technologie chez les personnes, chez l'activité physique adaptée, pardon. D'une part, il faut savoir que souvent ces avancées technologiques, comme on peut le voir sur le sport mécanique, sont des avancées après pour tout le monde. Quelqu'un a évoqué les prothèses ce matin, l'articulation des prothèses ont beaucoup évolué grâce aux prothésistes qui se sont lancés comme ça avec des sportifs à travailler un peu sur l'activité physique adaptée. Et on a les fauteuils qui ont baissé de moitié en poids parce qu'on a utilisé des matériaux de plus en plus légers en sport, et donc ce sont des matériaux qui sont rentrés dans la vie courante. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai que ces prothèses qui, comme on l'a vu avec Marcus tout à l'heure, on peut se poser aussi la question en termes de prévention de risques, des risques qu'il peut y avoir neurophysiologiques à utiliser des prothèses qui nous donnent un rapport qu'on n'a pas connu quand on était jeune, puisque c'est souvent des choses qu'on met en place à l'adolescence ou à l'âge adulte, une agénésie. Pareil pour les gens qui sont en fauteuil, l'utilisation déjà importante des épaules liées à l'activité de tous les jours dans un fauteuil. Si on rajoute à ça une activité physique, est-ce que ça risque pas de créer comme un surentraînement avec des problèmes aux épaules après dans des âges autour de 50-60 ans. Et j'ai tendance toujours à dire que les personnes qui ont une déficience, elles ont déjà joué le joker dans leur vie et elles ne peuvent pas se permettre pour un fauteuil de ne plus avoir d'épaule. Elles n'ont plus d'épaule, elles ne poussent plus leur fauteuil, elles ne font plus de transfert et c'est une perte d'autonomie. Et donc il faut vraiment qu'on soit vigilant sur cette prévention des risques pour le sport en général et pour l'utilisation de matériel qui améliore la performance. Et ensuite, je ne sais plus ce que je vous ai noté. Et oui, et au départ, donc, toutes ces prothèses, ces fauteuils étaient du palliatif. On avait des fauteuils médicaux qui n'étaient pas très beaux au niveau de l'esthétique. Pareil pour les prothèses. Et puis petit à petit, aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens en fauteuil, les gens qui ont des prothèses, ont commencé à les customiser, on va dire, et à en faire des produits qui sont plus des produits qu'on a envie de montrer, qu'on a envie on va appeler ça presque un accessoire de mode pour ces personnes-là. On voit des fauteuils avec des roues des petites roues qui s'allument quand on roule, les enfants ont des chaussures qui s'allument quand ils marchent. On a des gens qui commencent à faire des sortes de tatouages sur la prothèse, qui ont des prothèses dorées,
on voit un peu de tout, et ça aussi, pourquoi pas ces technologies, même si ça dépasse l'activité physique adaptée, on peut imaginer avoir peut-être plus d'ouverture économique là-dessus que des fois sur le champ très restreint de la performance sportive. Je vous remercie. Merci à M. Carrel. Est-ce que vous avez des questions? Pareil, Florent, c'est un portrait. Des questions, non? Moi, personnellement, j'en avais une. Je voulais savoir si la personne sportive, du coup, qui avait la prothèse, est-ce que, du coup, dans la vie après, tous les jours, ça lui avait fait, par exemple, mettre une prothèse par la suite? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, tu parles de Marie Gaucher. Non, Marie Gaucher, d'ailleurs, si vous regardez ses photos sur les podiums, elle a mis sa prothèse. Ce qui a vraiment changé pour elle, c'est qu'elle utilise une table de prothèse à chaque fois qu'elle fait du sport. Parce qu'elle fait du vélo, donc elle a une prothèse pour le vélo, elle a une prothèse pour faire de la muscu, elle a un certain nombre d'autres sports, parce que je ne sais pas toutes les prothèses qu'elle a. En tous les cas, c'est rentrer à la salle sportive, mais dans la vie de tous les jours. Non, parce qu'en fait, le fait d'avoir une agénésie et d'avoir un doigt, elle continue à se servir de ce petit bras, on va dire, dans la vie de tous les jours, elle n'a pas de prothèse pour ça. D'accord, c'est l'état, le désastre. Merci. D'autres questions? Oui, Florian. Monsieur Vardet. Je peux donner une place. On peut essayer de parler fort. Oui, en fait, une question, désolé. une question de règlement. Comment les fédérations ou les organismes internationaux essaient de régler cette question, qui est une question redoutable, de la prothèse en tant que supplétif ou en tant qu'aide à la performance? Si j'ai bien compris, dans le cas de Marcus Rem, la décision a reposé sur le fait que l'impulsion était faite par le membre valide, par la prothèse. Il n'y a pas des moyens de vérifier, par exemple, que la prothèse soit pas capable de développer une puissance supérieure à la jambe valide, des choses qui seraient plus relatives. Parce que j'ai l'impression que, selon comment on prend le problème, dès qu'on va poser la question de l'intégration de nos sportifs handicapés ou avec une déficience motrice dans le domaine de la performance, je dirais, valide, où on accepte l'idée qu'à un moment donné, il puisse être adapté à sa condition et on lui donne la possibilité de gagner, ou alors on acceptera toujours implicitement que c'est jouable tant que le statut d'athlète, j'emploie un mot blessant à souhait, d'athlète qui est un tout petit peu en dessous, quelque part ne viendra pas suppléer son rang. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire jusqu'où le monde valide est prêt à aller dans la conception d'une prothèse qui va peut-être à un moment donné être une aide à la performance, parce que jusqu'à preuve du contraire, tous les retours sensoriels ne sont plus là. Je trouve que c'est étrange cette manière de dire c'est binaire, c'est-à-dire l'impulsion elle est sur la prothèse ou sur le membre valide. Je trouve qu'il y a une forme d'incohérence dans cette position, donc je voudrais avoir votre sentiment par rapport à ça. Oui, concernant la prothèse, je me suis bien exprimé tout à l'heure, c'est pas le fait. En fait, ce qui a changé à un moment donné, c'est que les sportifs ont commencé à sauter sur la prothèse le jour où elles ont été capables d'être au moins aussi efficaces que le membre validé. Sinon, ils sautaient toujours sur le membre valide. Et je serais bien prétentieux de répondre à cette question, qui est très complexe, effectivement, parce que ça dépasse le cadre de la performance. Il y a des aspects sociétaux derrière. Vous parliez effectivement de personnes qui, a priori, en dessous, je crois qu'on ne les appelle pas handicapés pour rien. Handicapés, le mot français, c'est des avantages. Donc, on parle du principe qu'elles sont désavantagées, et dès qu'elles commencent effectivement à arriver à un niveau qui pourrait être celui des valides, avec quelque aide que ce soit, évidemment, les personnes valides se plaignent de l'avantage du coup que pourrait avoir cette personne. Donc c'est très très compliqué aujourd'hui. L'impression, mon sentiment, il n'engage que Christophe Carré, il n'engage pas du tout le titre qui a dit en dessous tout à l'heure, c'est qu'effectivement aujourd'hui,
on est dans une société internationale qui est pour l'intégration, qui veut l'intégration à tout prix, tant qu'elle ne vient pas déranger pour ce qui me concerne la performance. Et je vais vous prendre une anecdote, c'est Kirala, les gens qui sont en fauteuil tirent, et si des bonnes performances valides, puis se sont améliorés, l'entraînement est plus tout ce qu'on veut, et donc aujourd'hui les valides se plaignent parce que effectivement le gars qui est assis en Kirala n'a pas de problème pour conclure cette équilibre d'être debout, parce qu'il est déjà assis, il peut être sur un dossier, et donc dès que la personne devient meilleure que le valide argue que c'est parce qu'il a un fauteuil qui doit être avantageux. Donc on va toujours se retrouver avec ces limites-là. Je ne sais pas si au niveau, pour les prothèses, je ne sais pas si aujourd'hui, parce que je ne suis pas scientifique en la matière, si on est capable de calculer la puissance que peut développer une prothèse par rapport à un membre valide, sachant que la puissance est développée, c'est aussi l'action de la personne. Quand on voit un gars qui saute une mètre de 4, il a mis une action sur la prothèse. Si moi demain, on m'embute une jambe, je vais mettre une action sur la prothèse qu'il a, je ne ferai pas lui mettre en longueur parce que je ne serais pas capable de la plier. Mais donc ça me paraît très compliqué, mais je crois qu'on arrivera à un moment donné à une limite de l'intégration telle qu'on le veut dans la théorie, c'est-à-dire l'intégration totale des personnes, parce que là on parle sur notre débat, parce que c'est une solution, mais c'est pas la solution. Il faut accepter que des activités sportives ne soient pas autorisées à des personnes handicapées, comme l'escalade, vous avez des murs d'escalade, et suivant votre niveau de valide, vous avez sur cette mur, vous n'allez pas sur celui-là, parce que celui-là est trop compliqué. Quand on est handicapé, c'est pareil, quelque chose qui est trop compliqué, vous allez se mesurer à des valides. Moi, sincèrement, je suis un peu... Je trouve que c'est bien que les personnes puissent courir avec les valides. Après, est-ce qu'on doit aller jusqu'à essayer d'avoir des zones bioniques et tout ça, avec des personnes qui n'ont aucun avantage à la limite sur la là aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec toutes les qu'on est capable de mettre pour faire fonctionner un membre, une personne qui est handicapée, est-ce que ces puces vont pas être plus efficaces un jour que le cerveau humain? Très très compliqué, mais je suis curieux de la Merci. On pourra continuer du coup toutes ces questions-là lors de la table ronde, que je vous invite à faire. Je vais vous inviter à... On va faire une petite pause, vous avez un petit déjeuner qui est disponible en haut vers le préfabriqué. Et on reprend à 10h45 avec la troisième conférence.